Bienvenue dans l'intimité de nos dossiers confidentiels. Ici, nous prêtons l'oreille aux murmures de ceux que le destin a réduits au silence. Nous sommes à Paris, le 25 avril 1975, une date gravée au fer rouge dans la mémoire collective française. Sur le coup de 11 heures, alors que la capitale s'éveille à peine sous un ciel de plomb, le hurlement lugubre d'une sirène vient glacer le sang des passants et figer le temps. L'information terrible et implacable se propage comme une traînée de poudre sautant de bouche à oreille dans les bistrots parisiens avant de saturer les ondes de toutes les radios périphériques. L'impensable s'est produit. Mike Brent, l'archange de la variété, l'idole solaire qui faisait vaciller la raison des foules et chavirer les cœurs, a cessé de vivre à l'âge précoce de 28 ans. La stupeur est absolue pour des millions d'admiratrices, car comment concevoir que cet homme qui hurlait « Laisse-moi t'aimer » avec une telle fureur de vivre ait pu voir sa flamme souffler avec une telle violence? La version officielle nous a vendu le récit d'une tragédie soudaine, un coup de folie passager, mais ce récit édulcoré a soigneusement omis les chapitres les plus sombres de cette descente aux enfers. La vérité est bien plus complexe. L'agonie de Mike Brent n'a pas débuté sur le trottoir de la rue Erlanger ce matin-là. Elle a pris racine bien plus tôt, tapie dans l'obscurité des loges luxueuses, invisibles pour un public aveuglé par les strass et les sourires de façade. Si l'on prend la peine de rembobiner le fil de son existence de 48 heures, seulement, l'image de la star capricieuse s'effrite totalement. On découvre alors un être humain traqué à bout de force, cloîtré dans l'appartement d'une confidente, cherchant une porte de sortie qu'aucun de ses proches n'a su lui ouvrir. Au cours de ces ultimes heures, mais aussi durant les 2 longues années qui ont précédé ce saut dans le vide, Mike a émis 3 signaux de détresse, 3 appels au secours déchirants que la machine implacable du show business et nous-mêmes, ses fans transis, n'avons pas su décrypter à temps. Il ne s'agissait nullement d'une banale peine de cœur ou d'un spleen artistique passager comme les journaux à scandale l'ont prétendu. Le mal qui le rongeait était une entité bien plus insidieuse, une obscurité ancrée au plus profond de son être. C'était la réminiscence brutale d'une guerre qu'il croyait avoir fui et les séquelles d'une enfance murée dans un silence assourdissant. En cette année 2026, avec une émotion intacte, nous allons briser ce tabou pour tenter de saisir l'insaisissable vérité de ce drame. Nous rouvrons le dossier classé pour mettre en lumière ces 3 avertissements majeurs qui, s'ils avaient été pris au sérieux, auraient pu sauver l'ange déchu de la chanson française de son destin funeste. Toutefois, pour appréhender la vertigineuse chute, il est impératif de comprendre d'abord l'ascension fulgurante et quasi miraculeuse de cet artiste hors norme. Car avant de devenir la voix de velours qui a conquis l'hexagone, Mike Brent était un enfant prisonnier de son propre corps, incapable d'articuler le moindre son. Le destin a un sens de l'ironie cruelle. Celui qui allait devenir le plus grand chanteur de sa génération a débuté son existence dans le mutisme le plus total. Né apatride à Chypre dans un camp de détention sous mandat britannique, fils de rescapé de l'horreur de la Shoah. Le jeune Moshe Brand porte sur ses frêles épaules un héritage traumatique qui le dépasse, celui de la souffrance indicible de ses parents. Jusqu'à sa 4e année, il reste muré dans le silence une forteresse intérieure qu'il s'est bâtie pour se prémunir contre un monde qu'il perçoit instinctivement comme menaçant. Qui aurait pu soupçonner à l'époque que ce gamin introverti, le regard rivé au sol, dissimulait en lui un volcan émotionnel prêt à dévaster tout sur son passage. La musique sera sa planche de salut, son unique exutoire pour fracasser les chaînes de ce silence originel qui l'emprisonnait. Elle lui permettra de transmuter sa douleur intime en une mélodie universelle capable de transcender les barrières linguistiques et culturelles. Lorsqu'il pose le pied à Paris à l'aube des années 70, ne maîtrisant pas un traître mot de français et n'ayant pour toute richesse que son charisme et sa voix. Il n'est qu'un étranger parmi d'autres, en quête de reconnaissance, mais sa métamorphose va s'avérer spectaculaire. En l'espace de quelques mois, le timide Moshe s'efface pour laisser place au flamboyant Mike Brent.
Il s'impose comme le prince de la lumière, l'incarnation absolue du fantasme romantique pour une France qui a soif de passion. La déferlante, « Laisse-moi t'aimer » ne se contente pas d'être un tube, c'est un véritable séisme culturel qui secoue le pays. Son timbre vocal d'une puissance rare et chargé de ce vibrato si particulier résonne comme une incantation mystique qui envoûte instantanément des millions d'âmes. Il devient l'allégorie d'une virilité à la fois dominatrice et tendre un Apollon descendu parmi les mortels pour chanter l'amour avec une ferveur inédite. Les salles de spectacle se muent en temples où des fidèles submergés par l'hystérie collective se ruent littéralement vers la scène dans l'espoir d'effleurer leur idole. La presse baptise ce phénomène la folie Mike Brandt, une fièvre sociale où chaque passage télévisé de l'artiste fige l'activité du pays tout entier. Il enchaîne les succès planétaires comme « Qui saura » ou « C'est ma prière », transformant tout ce qu'il touche en or. Son visage illumine toutes les unes des magazines, affichant ce sourire éclatant de vainqueur qui incarne le rêve ultime de la réussite sociale. Aux yeux du grand public, il possède tout ce qu'un homme peut désirer: la gloire éternelle, la fortune, une beauté insolente et l'adoration sans borne des foules. C'était l'image d'Épinal du bonheur parfait, une façade glacée et impeccable que rien ne semblait pouvoir ébranler. Néanmoins, en scrutant avec attention les archives de cet âge d'or, on décèle une mélancolie profonde, presque abyssale, tapie au fond de ses yeux clairs. Une solitude existentielle que même la lumière crue des projecteurs ne parvenait jamais à chasser totalement. Tandis que la France entière valsait au rythme de ses ballades, Mike Brandt venait en réalité de composter, sans en avoir conscience, son billet pour l'enfer, car au sommet de sa gloire, le premier signe funeste allait surgir. Un événement terrifiant ressurgit des tréfonds de son passé qui allait provoquer la première fissure irréversible dans son âme. Un avertissement macabre que son entourage grisé par le succès a délibérément choisi d'ignorer. Le véritable drame, ce premier coup de tonnerre que l'entourage a délibérément choisi de ne pas entendre, a résonné dès le mois d'octobre 1973. À cette époque, Mike trône en monarque absolu sur la variété française, mais une guerre sanglante vient d'éclater sur la terre de ses ancêtres. Incapable de rester passif dans son luxueux appartement parisien, il ressent un appel du sang, une pulsion viscérale qui le somme de tout abandonner pour rejoindre l'enfer du front. Ce n'est pas un fusil qu'il emporte dans ses bagages, mais sa fidèle guitare, sa seule arme contre la barbarie, avec la ferme intention d'offrir une parenthèse de douceur aux jeunes conscrits qui jouent leur vie à chaque instant. Hélas, les scènes d'horreur auxquelles il assiste vont briser son innocence de façon irrémédiable, métamorphosant le chanteur à minette en un homme hanté par des spectres. Là-bas, Mike chante la gorge nouée au milieu du chaos face à des garçons de son âge amputés, défigurés ayant perdu toute lueur d'espoir. Il arpente les couloirs des hôpitaux de fortune où les effluves entêtants de l'éther ne parviennent pas à masquer l'odeur rance de la mort croisant le regard vide de ceux condamnés à ne plus jamais revoir le soleil. Pour une âme aussi écorchée, vive, véritable éponge à émotions, le retour dans l'Hexagone quelques semaines plus tard est un choc psychologique d'une violence inouïe. Si son corps est intact, son esprit est un champ de ruines. Il est terrassé par ce que les spécialistes nomment aujourd'hui le syndrome du survivant. Une culpabilité dévorante le ronge. Pourquoi est-il riche, célèbre et vivant, alors que ses frères d'armes gisent sous la poussière? Le grand public français lui est totalement aveugle à cette descente aux enfers. Il retrouve son idole au teint hâlé à la beauté solaire, affichant ce sourire éclatant de façade sur tous les plateaux de télévision. Pourtant, dans l'intimité, ceux qui le côtoient sentent que quelque chose s'est cassé. Les nuits de Mike sont devenues des cauchemars éveillés. Le moindre claquement de porte le tétanise. Des crises de panique le submergent sans préavis. Quand il interprète « C'est ma prière » avec cette intensité qui glace le sang. Les fans s'imaginent une chanson d'amour, alors qu'en vérité, c'est un hurlement de douleur face à l'absurdité de l'existence. Il tente désespérément de verbaliser l'horreur de partager le poids de son traumatisme avec son entourage professionnel. Mais le show business est une broyeuse impitoyable qui n'a que faire des états d'âme. L'ordre est clair,
Souris, remets ton costume de lumière et ne viens pas gâcher la fête avec tes histoires lugubres. C'est précisément à cet instant que la rupture identitaire se consomme entre la star Mike Brandt et l'homme blessé Moshe Brand. Il se sent incompris d'une solitude effroyable au milieu des foules en délire, mais au lieu de lui accorder la trêve vitale dont il a besoin, le système resserre son emprise. Car si la guerre du Kippour a meurtri son âme, une autre bataille, bien plus vicieuse, se joue dans les coulisses, celle de l'exploitation financière cynique d'une icône transformée en produit marketing. Alors que son cœur saignait encore des souvenirs du front, la machine infernale qui gérait sa carrière a délibérément ignoré les signaux d'alarme pour augmenter la cadence infernale des profits. Le piège se referme alors, sa vie de rêve devient une prison dorée, un labyrinthe dont on lui a confisqué la sortie. Son agenda devient celui d'un forçat. Une course contre la montre inhumaine où l'artiste doit assurer plus de 250 galas par an, sillonnant la France en jet privé, errant de palace froid, en chambre sans âme, sans jamais rentrer chez lui, car le concept de foyer a disparu. Mike n'est plus qu'une planche à billets, un objet de consommation que l'on presse comme un citron, jusqu'à l'épuisement encerclé par une cour de courtisans qui filtre le monde extérieur et surveille ses moindres mouvements. C'est dans ce climat de burn-out total que survient le deuxième avertissement le plus spectaculaire et le plus glaçant de tous. En novembre 1974, à Genève, Mike cède une première fois sous le poids d'un désespoir absolu. Il se jette dans le vide depuis la fenêtre de sa chambre à l'hôtel des Bergues, cherchant une issue fatale. Mais le destin ou une main invisible en décide autrement ce jour-là. Par un miracle qui défie les lois de la physique, le talon de sa chaussure se bloque dans la rambarde, stoppant sa chute vertigineuse avant l'impact mortel. Il survit, le corps disloqué brisé par de multiples fractures, mais le cœur battant. Cet acte était un appel au secours hurlant, une supplique tragique, écrite avec son propre sang sur le bitume suisse. Pourtant, la réaction du monde médiatique et de l'industrie est d'une cruauté sans nom. Une certaine presse à scandale ose insinuer qu'il s'agit d'un coup de publicité, monté de toutes pièces, un caprice de diva pour faire la une. Pire encore, au lieu de lui offrir une longue convalescence et un suivi psychiatrique indispensable, son entourage le renvoie sur scène à une vitesse effrayante. Le public découvre alors les images bouleversantes de Mike Brandt, l'idole invincible chantant appuyé sur des béquilles. Le regard éteint forcé de sourire à la caméra alors que chaque fibre de son être hurle de douleur. Il réalise alors avec horreur qu'il n'est plus considéré comme un être humain, mais comme un investissement financier qu'il faut rentabiliser avant péremption. Cette prise de conscience le plonge dans une solitude glaciale, nourrissant une paranoïa sourde qui ne le quittera plus. Il se sent désormais comme une proie traquée sans relâche, hantée par la certitude glaciale que des mains invisibles et malveillantes orchestrent sa chute imminente. C'était là le troisième avertissement le plus sombre, cette incapacité absolue à se projeter dans un lendemain lumineux. Prisonnier de cette spirale autodestructrice, Mike Brandt aborde ce mois d'avril 1975, à bout de souffle, l'âme en miettes, cherchant désespérément une porte de sortie, alors que les murs se resserrent inexorablement autour de lui. C'est dans ce climat de tension extrême que nous entamons le récit de ces 48 heures fatidiques, un compte à rebours tragique qui marquera à jamais l'histoire de la chanson française. Tout se joue dans l'intimité feutrée d'un appartement parisien, un lieu où les aiguilles des horloges semblent s'être figées, retenant leur souffle juste avant que le destin ne vienne frapper à lui pour l'ultime représentation. Nous voici parvenus au terme de l'échéance, au point de non-retour de cette existence fulgurante. Au petit matin de ce vendredi 25 avril 1975, le ciel est bas sur la capitale. Mike Brandt a trouvé refuge depuis quelques jours, loin de son propre domicile. Il s'est installé chez son amie et confidente Jeanne, au cœur du 16e arrondissement de Paris, rue Erlanger, espérant y trouver un havre de paix dans ce quartier bourgeois et silencieux. Ce qu'il quêtait avant tout, c'était le repos absolu, une trêve loin du tourbillon médiatique et des cris des fans qui dévoraient son énergie vitale. Ce qui s'est réellement passé durant ces 2 derniers jours reste encore aujourd'hui nimbé d'un mystère impénétrable.
Les témoignages décrivent un homme fébrile, oscillant entre abattement profond et agitation soudaine, tel un animal sauvage qui perçoit instinctivement l'approche de l'orage dévastateur. Son esprit est focalisé sur la sortie imminente de son nouveau 45 tours. Dis-lui, une adaptation française d'un standard mélancolique qui, ironie du sort, allait bientôt résonner différemment. Avec le recul terrible de l'histoire, cette chanson apparaît moins comme un tube de l'été que comme un testament sonore, une lettre d'adieu gravée sur vinyle avant même le grand départ. Il est 11 heures précises. L'appartement est calme. Mike se retrouve seul dans la pièce. Le téléphone, cet objet tyrannique qui n'a cessé de sonner durant sa gloire, demeure pour une fois muet, comme respectant une minute de silence avant l'heure. 6 étages plus bas, la rue Erlanger s'anime indifférente au drame shakespearien qui se noue dans les hauteurs, ignorant que l'une des plus grandes voix de l'époque vit ses ultimes secondes. Nul ne saura jamais quelles pensées ont assailli l'esprit tourmenté de Mike à cet instant critique. A-t-il revu les horreurs de la guerre du Kippour qui l'avaient tant marqué? A-t-il senti ses genoux pliés sous le poids démesuré de ce costume de chanteur à minette, une armure dorée devenue trop lourde pour ses épaules d'homme fatigué? Ou bien a-t-il simplement voulu, dans un geste définitif, presser l'interrupteur pour éteindre le vacarme assourdissant qui résonnait dans sa tête depuis trop longtemps? Il s'avance vers la porte-fenêtre du balcon. Aucune mise en scène, pas de lettres manuscrites laissées en évidence sur le guéridon, juste une résolution froide prise dans le secret de sa conscience. En une fraction de seconde, le temps se suspend. L'idole vénérée par toute une génération, ce demi-dieu que l'on pensait intouchable, bascule par-dessus la rambarde. Ce n'est pas une chute, c'est une libération. Il ne tombe pas, il s'envole vers un ailleurs. L'oiseau blessé qui portait en lui l'héritage lourd de la Shoah, qui avait survécu au bal et affronté la célébrité avec courage, décide finalement de rejoindre les nuages. À 11h15, les sirènes des secours déchirent l'air parisien. Mais le destin a déjà tranché. Le corps meurtri de Moshe Brand gît sur le pavé, mais Mike Brandt Licone vient à cet instant précis d'entrer dans l'éternité légendaire. L'annonce du drame s'abat sur la France comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les standards des radios et des journaux sont saturés au bord de l'explosion. Dans les rues, devant les kiosques des milliers de fans, s'effondre le visage baigné de larmes, refusant d'admettre que la voix d'or s'est tue à jamais. La stupeur est telle que la rumeur s'emballe. On évoque d'abord un accident tragique, puis on murmure le mot « assassinat », tant la réalité du suicide est une violence insupportable pour ceux qui l'aimaient. Pourtant, la vérité est plus intime et plus cruelle. Mike n'a pas été poussé par une main criminelle, mais par le poids accumulé de 1000 douleurs silencieuses que personne n'a voulu voir. Et dans une coïncidence qui glace le sang au moment même où les médecins signent l'acte de décès, les stations de radio commencent à diffuser son nouveau titre ignorant tout du drame. « Dis-lui que je ne l'aime plus. Dis-lui que je ne pleure plus. » Ces paroles résonnent soudainement comme un message d'outre-tombe, une communication directe depuis l'au-delà. C'est une dernière conversation bouleversante avec ce public qui l'a adulé avec passion, mais qui n'a pas su ériger de rempart contre sa détresse intérieure. La disparition de Mike Brandt ne marque pas uniquement la fin brutale d'une carrière météoritique. Elle reste une cicatrice indélébile, une plaie ouverte dans la mémoire collective de la variété française. Bien au-delà des paillettes, des millions de disques vendus et des salles de concert en transe, la tragédie de Mike nous renvoie à une vérité universelle et implacable. La gloire, aussi immense soit-elle, n'est pas un pansement pour les blessures de l'âme. Nous avons idolâtré le chanteur à la voix de stentor, nous avons dansé avec insouciance sur ses rythmes solaires et ses ballades romantiques. Mais collectivement, nous avons failli. Nous n'avons pas entendu le murmure désespéré de l'homme qui pleurait doucement une fois les projecteurs éteints. Les signaux de détresse étaient pourtant aveuglants, le traumatisme de la guerre. Sa première tentative de suicide à Genève quelques mois plus tôt, et cet épuisement professionnel visible. Mais l'éclat fascinant de sa célébrité nous a éblouis, nous empêchant de distinguer l'ombre vorace qui grandissait en lui et finissait par le consumer. Aujourd'hui, en 2026, soit 51 ans après le drame,
Sa voix traverse les décennies sans prendre une ride, touchant les nouvelles générations, avec une pureté intacte. Au fond, Mike Brandt ne cherchait qu'une chose simple et vitale, être aimé pour sa véritable essence. Pour ce petit garçon timide nommé Moshe, et non pour cette idole de papier glacé, fabriquée de toutes pièces par une industrie impitoyable. Il ne quêtait pas le pardon des hommes, il cherchait la paix intérieure. C'est peut-être cette sérénité qu'il a finalement trouvée ce matin d'avril, en s'envolant vers une liberté que la terre lui refusait obstinément. Son histoire résonne comme un rappel poignant et nécessaire pour notre époque. Il est impératif de savoir écouter ceux qui souffrent en silence, surtout lorsque leur douleur se dissimule derrière un sourire de façade sous les feux de la rampe. Il existe des étoiles dont l'éclat est plus intense que les autres précisément parce qu'elles savent au plus profond de leur être que leur lumière est condamnée à s'éteindre prématurément. Mike était de cette race-là une comète magnifique et tragique qui a brûlé sa propre existence pour nous offrir un peu de chaleur. Si le destin de cet homme vous a touché, si vous pensez qu'il est crucial de perpétuer le souvenir de l'humain fragile, qui se cachait derrière l'icône flamboyante, n'hésitez pas à partager ce récit pour faire vivre sa mémoire au-delà du temps. Restez fidèles au poste pour continuer d'explorer les dessous sulfureux et les destins brisés qui hantent le show business, car derrière chaque sourire de façade sur tapis rouge se dissimulent des cadavres dans le placard que nous sommes impatients de déterrer rien que pour vous. On se retrouve très vite pour faire trembler de nouveau la planète People, mais d'ici là, soyez attentifs aux non-dits, car c'est souvent dans le silence gêné et les regards fuyants que la vérité nue finit toujours par éclater au grand jour.